comme ça être avec nous aujourd'hui pour cet entretien, ça c'est pas mal. Et en plus, vous avez gagné vos places pour le 30 mai. Eh oui, le 30 mai, ce sera le Dôme de... C'est pas mal comme cadeau. Ah ouais. Le 30 mai, ce sera donc forcément ce concert, anniversaire. Bon anniversaire déjà. Bon anniversaire. Merci. Ça fait un petit moment maintenant qu'on vous souhaite bon anniversaire. Ouais. Ça a commencé fin 2023, cette tournée des 20 ans du chemin. Et ça continue encore aujourd'hui, donc en effet à Marseille dans un mois. Comment ça se passe cette tournée ? C'est incroyable. C'est incroyable parce qu'effectivement, ça devait s'arrêter assez rapidement. C'était vraiment l'objectif, c'était de faire cette réédition, de sortir ce projet avec les featuring qu'on a eu sur cette réédition, et de faire quelques dates. À la base, c'était vraiment très peu de dates, quoi. Et en fait, c'est la demande. On avait sous-estimé en fait l'impact que cet album avait eu sur les gens et le fait que les gens aient envie de le voir sur scène, de l'écouter. Et donc, du coup, on a rajouté date après date, ce qui fait qu'on est ensemble aujourd'hui pour en parler encore, parce que ça continue et ça va continuer encore un peu cet été avec des festivals. Et après, on va passer à autre chose à un moment donné, mais c'est magique. Bah oui, bien forcément. Alors c'est vrai que ça a impacté toute une génération. Alors Laurent Courreau qui est avec moi, c'est pas pour rien. Parce que toi, t'étais ado, toi. On en parlait moi, ce matin. Moi, je suis le vieux de service, mais lui, c'est quand même le jeune. On en parlait en antenne. Écoute, 2003, sortie du chemin. Moi, personnellement, j'avais 16 ans. Donc, on en parlait ce matin encore avec Cassandra Moreau, notre journaliste ici à Marseille, où on a vraiment le sentiment qu'il y a peu de groupes et même, on va dire même peu de chansons comme Le Chemin qui ont été aussi générationnelles. On écoute Le Chemin, on est tout de suite transporté dans cette époque-là. C'est vraiment un marqueur pour beaucoup de monde. Et c'est ça aussi, vous vous êtes rendu compte de ça peut-être avec ce retour que vous avez eu des gens ? Oui, exactement. C'est vrai que nous, en tant que fans de musique, nous, on a ces morceaux-là qu'on comptait quand on avait 16 ans, justement, et qu'on écoutera toute notre vie, et qui, effectivement, sont des morceaux qui sont empreints de nostalgie, parce que, comme tu le dis justement, ça a ce pouvoir-là de te transporter dans l'époque, mais tu ressens même comment tu te sentais, avec qui t'étais quand t'écoutais ça, t'as vraiment cette émotion qui est forte. Donc, on s'imagine que, on s'imagine assez bien ce que ça peut avoir comme impact chez les gens qui avaient cet âge-là, à cette époque-là. Et je dis souvent, moi je sais très bien, sur une île déserte, si on me dit tu dois prendre un album, ce sera un album que j'écoutais quand j'avais 15 ans. C'est ces années-là où t'es marqué en fait par la musique. C'est les morceaux qui te marquent le plus en effet quand t'es adolescent. Je sais pas pour quelle raison exactement, je pense que tous tes sens sont en éveil, que vraiment il se passe plein de trucs. Aussi. Et tout ça s'accroche en effet à des musiques qui finalement font un peu la bande originale de ta vie, quoi, cette période-là. Et comme dit Ben, quand tu réécoutes ça 20 ans après, tout ressort, des sensations, des trucs que tu avais oubliés. Des petits détails, parfois. Des petites scénettes de ta vie aussi. Ça. Et moi, quand j'écoute ça, ça me rappelle ça. Je suis devant mon PC à jouer ou faire quelque chose et j'ai Kyo en fond, j'ai Le Chemin en fond. Ça m'a accompagné à ce moment-là. C'est ça. Et vous attendiez pas à cet engouement, en fait, à ce retour du public ? Pas à ce point-là. Non, il y a toujours la même énergie, justement, de ce public, l'intensité. Comment ça se passe sur scène quand vous vous retrouvez ? Ça rigole. Non, il y a une sacrée énergie là, et particulièrement en effet sur cette tournée-là, parce que je pense que les gens sont vraiment hyper contents de cette liste qu'on leur propose, du show qui est proposé. Là, ce sera encore mieux, le concert qui arrive. Ouais, puis c'est toujours mieux. Non, mais on a plus de matériel, le concert sera plus long. Et après, il y a une synergie, quoi. Plus les gens sont à fond, plus nous, ça nous donne des ailes sur scène. Et voilà, il y a un effet boule de neige aussi entre nous et le public. Mais justement, ça ressemble à quoi alors, une fête d'anniversaire pour Kyo ? Ça ressemble à quoi cette tournée, ce concert qu'on va avoir ici chez nous, à Marseille, le 30 mai ? Ça veut dire beaucoup de morceaux déjà, parce que c'est un triple anniversaire en fait. Il y a l'anniversaire du chemin, mais qui a effectivement déjà été pas mal consommé. Et puis il y a l'album 300 Lésions qui avait suivi à l'époque Le Chemin, qui était sorti l'année d'après en fait. Et aussi, en fait, aussi les 10 ans de l'album L'Équilibre, quand on est revenu après la pause, quand on est revenu avec le single Le Graal. Le Graal. Ouais. Et donc c'est essentiellement ces trois albums-là qu'on célèbre avec le public. Donc il y aura évidemment beaucoup de morceaux de ces albums-là. Quelques morceaux aussi qu'on avait vraiment envie de jouer, parce qu'on sait que sur scène c'est des morceaux qui marchent super bien. Donc ça, on a envie de les jouer. Et probablement un ou deux nouveaux morceaux, ce qui est un truc qu'on n'a jamais fait.
Ah, il y a des inédits aussi sur ce concert-là. Je pense, c'est sûr, qui va être le prochain morceau a priori qu'on va sortir. Là. Super. Et donc on a envie de le jouer sur scène. On a le nom du morceau ou pas encore? Nous, on sait même pas le nom. Pour l'instant, il n'a pas de nom. Il existe, mais il n'a pas de nom. En vrai, c'est un morceau qui a eu en effet une sorte de pseudonyme, quoi. Ça pendant toute la durée. K17. Voilà. Parce que c'est Kyo et c'était le 17e morceau qu'on avait écrit. D'accord, ok. Donc, vu qu'il n'avait pas de titre, il s'est appelé K17. Et pour l'instant, il s'appelle toujours. Ça sonne bien, hein, K17. C'est vrai. Jocelyn, le batteur, il veut qu'on l'appelle comme ça, mais je sais pas. K17, je sais pas. Je voudrais juste parler de la longévité du groupe. On en parle beaucoup. C'est une question bateau, mais c'est vrai. J'ai beaucoup entendu que vous dites c'est l'humour, parce qu'il y a beaucoup de groupes de rock français, internationaux qui se séparent parce qu'à un moment donné, on peut prendre des directions différentes. Vous, c'est vraiment pas le cas. Et vous dites souvent c'est l'humour. On va en savoir un petit peu plus, c'est-à-dire. Pardon ? L'humour. Ah oui. Moi, j'ai eu un fou rire déjà aujourd'hui. Non, c'est vrai. Hein. Je pense tout à l'heure, j'ai eu un fou rire. C'est un peu comme particulièrement avec Nico, je dois dire. Les autres sont drôles aussi. Mais Nico, il est capable de me faire mourir de rire. Tu peux mourir de rire. Là, vous n'avez pas vu encore. On a combien de temps d'émission? On a une heure. On a une heure. Il est possible que ça parte pas comme ça. Bah non, on dirait pas. Tu vois, tu caches bien ton jeu. Mais en fait, pour répondre à ta question, je pense que c'est vraiment le même rapport que dans un couple. C'est-à-dire, quand tu te fais rire, tu gagnes quand même beaucoup de points. Et c'est vrai que nous... après toutes ces années passées ensemble, le fait qu'on arrive encore à se faire marrer, ça met aussi de la légèreté dans un rapport qui, mine de rien, reste professionnel aussi. Et on sait que travailler avec ses amis, travailler avec sa famille, c'est quelque chose de compliqué. Et je pense que nous, le fait qu'il y ait tout le temps de l'humour, ça crée de la légèreté dans nos relations. Voilà, et on a beau avoir à prendre une 50aine de décisions par jour, et donc forcément pas être d'accord, et du coup... je pense que c'est moi qui ai raison la plupart du temps. C'est Ben qui a raison tout le temps, mais voilà, le fait de bien se marrer ensemble, c'est vrai que ça aide justement à durer dans le temps, quoi. Ouais, et puis ça donne aussi une image de Kyo. C'est vrai que vous durez aussi dans le temps, aussi grâce aux fans qui vous suivent. Et je pense que vous avez cette image-là. Je pense l'image d'un groupe accessible. Je vais pas dire un groupe de clowns, attention, qui rigole. On n'est pas là, on est là pour écouter votre musique, mais l'image d'un groupe accessible, sympa aussi, qui nous suit dans notre vie quotidienne à travers la musique. Et c'est ça aussi. Vous faites partie aussi de la vie des Français quelque part. Et est-ce que vous réalisez ça aussi, vraiment, que depuis 20 ans, vous faites partie de la vie, tout le monde connaît Kyo, tout le monde écoute du Kyo, quoi. Mais encore une fois, c'est un truc dont on peut se rendre compte quand on fait une tournée comme celle-là et qu'on voit l'impact que ça a. Mais c'est vrai que nous, on se prend au sérieux à un seul moment, en fait. C'est quand on écrit, quand on enregistre. C'est le seul moment où on se prend au sérieux, parce qu'on fait ça sérieusement, parce qu'on fait ça avec passion. Et le reste du temps, on est là pour déconner, en fait. Vous profitez de la vie et de votre métier, au final. C'est un beau métier. Comment vous organisez justement? Qui fait quoi chez qui? Dans l'écriture dans l'écriture, ça se passe comment là, franchement, c'est un peu dans tous les sens. Ça a évolué au fil des ans. Et là, parfois, c'est les gars qui m'envoient des morceaux qui sont déjà assez produits. Ce que j'aime bien. Parce que moi, ça me permet, quand je pose ma voix, d'avoir un truc qui est assez proche de la version finale, en fait. Alors que quand c'est moi qui fais des maquettes de morceaux, comme je suis nul en arrangement et en production, faut vraiment avoir une capacité de se projeter et fantasmer le truc pour trouver ça bien. Mais des morceaux qui viennent des gars, des morceaux que j'écris. Et là, la particularité du prochain album, c'est qu'on a plus... ce qui est un truc qui n'était pas évident, qu'on avait du mal à faire, mais on a plus laissé aussi de latitude à divers producteurs avec qui on travaille sur cet album. Là, particulièrement, il y en a surtout 3. Et en fait, c'est des gens aussi qui apportent quelque chose, des trucs qu'on sait pas faire nous aussi. C'est une certaine forme de sagesse d'avoir accepté qu'il y avait des gens meilleurs que nous dans certains domaines notamment des arrangements, enfin pas vraiment meilleurs, mais qui ont une autre sensibilité, et donc qui apportent de la richesse au projet, en fait. Ouais, bien sûr. Jusqu'à présent, vous travaillez vraiment entre vous, dans un cercle assez fermé, c'est ça? Franchement, jusque-là, on a travaillé vraiment entre nous, quoi.
Donc il y aura la nouveauté dans le nouvel album. Mais on en parlera de son nouvel album, on en parlera. On va peut-être faire une petite pause. On en a fait une petite pause. Profitez-en pour aller réserver vos places pour le 30 mai, parce que vous n'êtes pas les heureux gagnants de nos auditeurs qui sont là. Donc réservez vite à le 30 mai sous le Dôme de Marseille pour ne pas rater ce concert. Et puis on va se retrouver dans quelques instants. Oui, on va écouter un titre dans un instant, Dernière danse, que vous avez repris avec Stéphane. Et ce sera dans quelques petites minutes. Et on se retrouve juste avec Cœur de Pirate. Avec Cœur de Pirate, pardon. On a écouté le chemin tout à l'heure avec Stéphane. La dernière danse avec Cœur de Pirate, bien entendu. Un petit peu tout à l'heure. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. À tout de suite. Dernière danse. D'accord, c'est comme ça. Okay. On pensait que notre ami Gilles allait dire un petit mot. Mais non, mais c'est pour nous. Il nous boude. Dernière danse avec Cœur de Pirate, donc sur l'album, la réédition du chemin pour fêter les 20 ans. On continue de fêter justement les 20 ans du chemin, mais aussi les 20 ans de 300 Légions, les 10 ans de l'équilibre, avec une grande tournée partout en France. Et on le rappelle, qui passera par chez nous le 30 mai au Dôme de Marseille. Kyo est avec nous ce matin ici en direct, dans le studio et en public. Ah, ça y est, on les sent un petit peu plus motivés, mais oui, c'est crescendo. Ça va crescendo, c'est normal. Tu as des questions d'ailleurs? Est-ce que vous avez des questions? Je vois qu'en antenne, ça a beaucoup papoté, autant vous le dire tout de suite. Est-ce que vous voulez poser une question? Allez-y, approchez-vous, mais mettez-vous près du micro. C'est Florence, alors. Florence. Vous venez d'où déjà, Florence, alors? Je viens de Salon. De Salon-Provence. Donc, quelques kilomètres pour passer un moment avec ces messieurs. Ravi de vous rencontrer. En fait, ma question, elle était assez simple. Une écriture un peu noire sur plusieurs albums. Et en fait, on écrit pour d'autres. Et on est beaucoup moins noir. Alors comment ça se fait? Oui. On est nettement moins noir. On écrit dans des comédies musicales qui ont un succès énorme. Et puis en fait, on a quand même une ligne d'écriture sur tous les albums de Kyo. Alors pourquoi? Alors je pense que la réponse est aussi simple que la question. C'est que je pense que les titres auxquels tu fais référence, dont les textes sont moins noirs, c'est parce que j'ai pas écrit le texte. Par exemple, pour Le Roi Soleil, mon essentiel, j'ai écrit la musique, j'ai pas écrit le texte. Ouais, je pense qu'ils ont eu peur dans mon écriture. Trop dark peut-être. Non, mais c'est vrai que je m'étais jamais fait la réflexion. Faudrait que je réécoute les titres. C'est pas très dark pour Amel Bent. C'est pas. Je reste. Le morceau s'appelle Je reste. C'est peut-être sa voix qui donne un côté moins son interprétation, mais le texte en lui-même, il est dans la lignée de. Ouais, il est pas drôle le texte de Je reste. Par rapport aux différents artistes. Florence, par rapport aux différents artistes pour lesquels vous avez collaboré, peut-être en musique ou en texte, ça reste moins sombre. Peut-être. Je m'étais pas fait la réflexion. Faut que j'étudie la question. Et on a encore une demi-heure. Très bien. Très bien. Merci Florence. En tout cas, on vous donnera bien sûr la parole aux auditeurs auditrices présents aujourd'hui ici en studio. En fait, on l'a dit, un bel anniversaire de carrière aussi. Ça a commencé bien avant les 20 ans, Kyo. Ça a commencé en 94. Ouais. Au début, c'est un peu comme beaucoup de jeunes qui peuvent nous écouter encore aujourd'hui. Ça a commencé comme un groupe entre potes, en fait, où vous êtes réunis, vous vous êtes dit, on fait de la musique. C'est comme ça que ça a démarré. Ouais, alors moi j'ai longtemps cru que c'était un groupe de potes, mais en fait j'ai compris que c'était pas le cas. Parce qu'à chaque fois que je dis ça, Flo, donc l'autre guitariste du groupe qui n'est pas là, me dit mais en fait non, eux ils sont. Moi je suis arrivé en dernier dans le groupe. Mais en fait eux ils se sont dit on va faire un groupe avant d'être potes. Ils sont devenus potes. Grâce à la musique, quoi. Grâce à la musique. D'accord. Et moi, je savais pas. Moi, je croyais qu'ils étaient potes. Mais en fait, ils n'étaient pas encore potes. Non, en effet, il y avait une vraie volonté de se mettre en groupe parce que voilà, chacun jouait d'un instrument et on s'est dit, tiens, ce serait peut-être pas mal de créer un truc tous les trois. Peut-être que ça nous permettrait d'exister un peu plus à l'école. Voilà, d'avoir un truc cool, quoi. Peut-être parmi les cools, c'est ce que j'ai dit. Parmi les cools de l'école. Ouais. Et comme dit Ben, c'est vrai qu'on s'est mis pour ça ensemble et c'est après qu'on est devenus inséparables, quoi. Et ça a tout de suite matché au niveau de l'univers musical de tous. Vous étiez assez d'accord. C'était quoi d'ailleurs vos influences à l'époque? On parlait tout à l'heure des influences d'adolescents qui nous ont marqués. Ouais. Vous, c'était ce moment-là. C'était quoi vos influences? Qu'est-ce que vous écoutiez? C'était une période quand même très rock, américain, anglais. Après, il y a des trucs français qui nous parlaient aussi à l'époque, hein. Mais on était quand même très marqués par des groupes américains comme les Guns, Nirvana,
Red Hot. Après, les Smashing Pumpkins, beaucoup aussi. Ouais. Voilà, qui avait aussi une image de dingue, quoi. Qui avait un univers. Pour les Guns, c'était presque glam rock. Enfin, c'était dingue de les voir sur scène. Ça arrivait en hélico. Ça arrivait en hélico. C'était solo au milieu des dauphins. Le guitariste sortait de l'océan, si tu veux. C'était tout un monde. On n'avait pas le budget pour ça, tu vois. Ça reste une frustration de Nico qui ne sortira jamais de l'océan avec des dauphins. Il n'y a pas de dauphin là. Le 30 mai, il n'y aura pas de dauphin. Il n'y aura pas de dauphin sur scène. J'essaye d'en faire venir d'Antibes, là, mais c'est compliqué en ce moment. C'est compliqué, oui. Ils sont moins faciles à trouver. Et il y a eu un premier album, donc Kyo, qui est resté un petit peu confidentiel, et ensuite ça a explosé vraiment avec le chemin, donc 2003. Comment vous l'expliquez à l'époque que ça a explosé comme ça, que c'est tellement marché, la folie, quoi. Comment ça s'explique? Je crois qu'on n'a toujours pas la réponse à cette question. C'est je pense qu'il y a une question de timing, c'est-à-dire que tu peux arriver avec le même titre 2 ans avant ou 2 ans après, ça va pas marcher de la même manière. Il y a vraiment un moment donné où le titre arrive et puis il y a quelque chose qui fait que c'est peut-être ce que les gens ont envie d'entendre, le genre de son, le genre de texte, le genre de production. En fait, ce qui est bizarre, c'est que nous, en fait, on écrivait, on composait et on produisait la musique avec, comme tout le monde, avec nos influences. Donc nous, on sait très bien que ça vient de ça, etc. Mais en fait, tout ce mélange-là crée un truc finalement assez singulier. Alors que nous, on n'avait pas la conscience de ça. Mais en fait, c'est plus un truc qu'on analyse en regardant plus tard. C'est qu'il n'y a pas trop de trucs qui ressemblent à Kyo, même à l'époque. Ce qui est bizarre dans l'industrie de la musique, c'est que ça reste une industrie. Et généralement, quand il y a un truc qui marche, ça fait des petits. Et tu vois des trucs similaires parce que tu as envie de refaire un succès. Mais déjà à l'époque, il n'y avait pas eu de trucs comme Kyo. Et il n'y en a pas eu après, il n'y en a toujours pas aujourd'hui en fait. Et même après cette pause de quasiment 10 ans, on est revenu, on s'est dit, mais en fait, c'est un peu comme si on s'était réassis dans le fauteuil dans lequel on était, parce qu'il n'y avait pas de trucs similaires. Donc je crois que c'est ce truc-là qui est... Voilà, c'est la seule explication, c'est qu'il y a une singularité dans Kyo qui fait que les gens qui ont envie d'écouter cette musique-là, ils peuvent pas l'écouter ailleurs, en fait. Ouais. 1 million d'exemplaires, plus d'1 million d'exemplaires pour le chemin. C'est des chiffres qui aujourd'hui semblent inaccessibles, semblent complètement dingues. Enfin, c'est fou. C'est notre époque. Cela dit, je viens de voir que Jul, il avait vendu plus de 100 000 en 3 jours. C'est pas faux. Là, on est quand même dans des gros scores aussi. On est dans des gros scores, mais est-ce qu'il y aura un million? En effet, est-ce qu'il y aura un million? C'est pas certain. Alors aujourd'hui, en effet, il y a le streaming, c'est un autre monde, c'est sûr, c'est autre chose. Mais c'est un succès qui a été vraiment, vraiment énorme, le chemin à l'époque, en effet. Bravo encore pour ça. Et puis derrière, ça a suivi, bien sûr, avec 300 lésions, avec des tubes qui se sont enchaînés. Il y a eu cette pause où pendant un moment, je crois que tout le monde se disait, s'ils sont plus ensemble, c'est fini. Et puis non, en fait, ça a toujours continué finalement, Kyo. Il n'y a jamais vraiment eu il y a eu une pause dans les sorties des albums, mais il n'y a jamais eu de question d'arrêter Kyo. Non, comme tu disais, c'était vraiment une pause à la base, en se disant, bon là on est crevé, on est rincé, on s'arrête un peu, on travaille un peu sur d'autres trucs pour s'aérer un peu la tête. Et c'est plus après le fait que ce que tu as entrepris met du temps à aboutir, que la pause se transforme en très longue pause. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas d'envie d'arrêter particulièrement. C'est plus que ça a pris un peu plus de temps que ce qu'on pensait au départ, quoi. Et puis on s'est remis à travailler pour des bonnes raisons aussi. Et je pense que c'est parce ça nous manquait de travailler ensemble. Bien sûr. On dormait pas dans la rue quand on n'a pas refait ça pour gagner de l'argent. On a fait ça parce que d'ailleurs c'est avec Nico qu'on s'était vu en premier pour parler de refaire un disque ensemble. Et moi je commençais à avoir quelques textes. Nico a plein d'idées et tout. On s'est dit, ça te manque toi aussi? Ouais, ça me manque. Et c'est comme ça, c'est naturel. Aussi parce c'est aussi grâce à cette pause qu'on a retrouvé aussi cette envie que tu as au début quand tu commences un projet où tu es excité à fond. Tu te dis, c'est un potentiel incroyable. Et cette excitation-là, elle a peut-être un peu perdu. Et il a fallu quand même qu'il y ait du temps qui se passe pour qu'on retrouve ce truc un peu innocent, un peu naïf, un peu spontané d'excitation à faire de la musique ensemble. Et je pense que si aussi ça a bien fonctionné, parce qu'on faisait pas les malins quand on est revenu avec le Graal et l'équilibre, on avait évidemment peur que le public soit passé à autre chose. Il y avait 10 ans qui s'étaient passés. Ça aurait été légitime. Bien sûr. C'est quand même très atypique dans une carrière, ce truc-là. Et donc on n'était pas très confiants.
Mais en revanche, on savait qu'on faisait ça pour les bonnes raisons et qu'était l'amour de la musique. Et je pense que cette sincérité-là, cette spontanéité-là, c'est un truc dont tu peux pas te passer quand tu fais de l'art en général. Donc les gens le sentent immédiatement. Donc si ça a bien fonctionné aussi, ce retour-là, c'est parce que c'était, je pense, pour les bonnes raisons. Tu parlais de l'équilibre, le 5e album qui était un petit peu zéfluve, un petit peu électro. Ouais, en tout cas par rapport à ce qu'on avait fait avant, ouais. Un petit peu. Je sais qu'il y a le rap aussi, c'est un univers qui vous intéresse aussi. Tu parlais de Jul tout à l'heure. En featuring aussi, ça t'intéresse un peu de travailler avec un certain rappeur? Travailler avec certains rappeurs, je sais pas, mais moi j'ai écouté, ça fait des années que j'écoute du rap. Je suis fasciné par cette musique-là. Il y a des trucs tout pourris, hein. Il y a des trucs vachement bien, comme dans tout style de musique. Ouais. On est à Marseille ici, alors le rap, tu sais. Il n'y a que du bien à Marseille. Cela dit, il y a des trucs mythiques, hein, évidemment. Oui, c'est sûr. Évidemment. Ouais. Mais j'aime bien SCH, hein, par exemple. Il a une plume incroyable. Hein. Ouais. Donc, dans le rap, il y a des trucs qui m'influencent dans mon écriture. Hein. D'accord. Oui. Ouais. Et pas forcément dans la musique, quelque chose qui ressemble un peu à du rap fusion. Est-ce que ça pourrait être quelque chose d'imaginable, un peu à ce que pouvait faire Linkin Park ou quelque chose comme ça avec de toute façon, je crois que nous tous, de toute façon, on écoute. Il y a des morceaux de rap qu'on adore et je pense que ça se retrouve quelque part après dans la composition, dans l'arrangement, même si c'est un peu désossé et du coup réassemblé avec autre chose. Donc ça crée encore autre chose, mais ce que j'aime bien en ce moment aussi dans le rap, c'est que ça s'étend, ça se transforme, et il y a des nouveaux artistes qui arrivent aussi et qui ont cette influence rap, mais qui le mettent sur autre chose, et puis qui ajoutent un petit truc dans leur manière de chanter, donc ça donne un truc hybride encore, mais ça part du rap, quoi, à la base. Mais même quand on a commencé, nous, il y avait Rage Against the Machine, il y avait souvent Urban Dance Squad, il y avait ces groupes-là qui étaient des groupes qui mélangeaient le rock et le rap. Ouais. Donc ça a toujours fait partie un peu de notre culture musicale. Et ce qui me fait marrer, moi, c'est qu'il y a une façon de poser les mots dans la métrique qui est empruntée à ça, en fait, parce que ça, on va dire, c'est entre les temps, donc ça bounce, ça rebondit. Et quand je fais de la musique pour d'autres artistes qui sont plus dans un truc traditionnel de chansons françaises, ils galèrent. Ça fait bizarre. Ils galèrent, ils comprennent même pas, en fait, la métrique. Donc c'est dire qu'il y a vraiment un truc de culture musicale aussi. Même un morceau comme Je cours, même s'il y a des notes dans le couplet, le phrasé, il est, il est presque. Après, il est très très simple. Entre le parler et le. Je suis pas un kicker, bien sûr. Mais il y a presque parlé. Il y a ce truc-là un peu. C'est vrai. On va faire une petite pause, je pense, une dernière pause avant de se retrouver dans un instant pour un dernier instant avec vous, Ben et Nico, Kyo, en studio, on le rappelle, en direct. En direct, ici. s'il vous plaît. Avec et en public, bien sûr. Formidable. Nico et Ben avec nous sur Maritima. Quel bonheur encore une fois de vous accueillir. Le public est là, on est tous là, on est vraiment ravis, bien évidemment. On rappelle toujours, ça sera de rappeler, le 30 mai sous le Dôme de Marseille. Ça va juste être énorme. Oui, je voulais parler, on en parle un peu en antenne, on est à Marseille, ici, dans la cité phocéenne. On parle pas foot, c'est promis. J'ai dit que je parle pas foot, on parle pas foot. Il n'y a pas de problème. Ils sont mieux placés pour parler foot que nous. Oui, c'est bon, allez, Joker. Attends, j'ai vu qu'il y avait eu un triplé. Joli triplé dimanche. Et son magnifique but. Ah oui, magnifique but, magnifique retourné, on acrobatique. On prend quand on a du plaisir. Plus sérieusement, Marseille, quel rapport vous avez avec cette ville? Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous l'aimez? On la connaît bien maintenant. Hein. Bah voilà, on est venu quand même beaucoup. Qu'est-ce qu'elle vous inspire cette ville? Pas assez, je crois, parce que tout à l'heure, on disait pas assez dans le sud. On est venu faire des concerts, peut-être pas assez, mais moi, je viens aussi pas forcément que pour le professionnel. Oui. Et puis, ça c'est une info. Non, je la connais bien. Je connais bien cette ville. Enfin, je pense qu'il y a encore plein de choses à découvrir, mais aussi parfois je fais Ajaccio, Marseille en bateau. Parce que mes parents ils ont une petite maison à côté d'Ajaccio, donc je vais très très souvent en Corse. Et j'aime bien venir à Marseille, partir d'Ajaccio et venir à Marseille. Ouais, c'est sympa, bien sûr. Prendre le petit déj sur le Vieux-Port et tout. Ah bah c'est cool. Il y a pire. De toute façon, j'ai envoyé une story ce matin. On s'est réveillé sur le Vieux-Port. C'est quand même très cool. Hein. C'est clair, c'est clair. Le premier truc que tu vois le matin, c'est ça. C'est quand même chouette. Ah bah oui, on est chanceux, c'est vrai. Ici. La mer, le soleil. Bah oui, bien sûr. Et Kyo le 30 mai en plus, donc parfait. Voilà. On a parlé un petit peu tout à l'heure, on a évoqué un petit peu le futur de Kyo. Tu l'as dit, ça y est, c'est écrit, c'est
quoi, quasiment enregistré, la fin de l'enregistrement ou on est vraiment sur la fin. Mais c'est la fin qui prend le plus de temps des fois. Ouais, c'est-à-dire que là, ça fait quand même un bon moment qu'on est dessus. On a les chansons, ça y est, qui sont choisies parmi toutes celles qu'on a fait. Mais par contre, en effet, les petits détails de fin, les petits choix de est-ce qu'on met ça, ça peut prendre beaucoup de temps. En effet. Et puis, je ne veux pas saouler les gens, mais en étant trop technique, mais en fait, je leur en veux un peu parce qu'ils changent les tempos des morceaux. Ah oui. Du coup, moi, je chante. Il change complètement et du coup la voix tu la stretch comme on dit, tu l'étires ou tu la voilà. Et du coup le son il est quand même vraiment trop modifié, ça peut pas être sur un disque. Donc je suis obligé de rechanter tous les morceaux que j'ai déjà chantés. Là je suis dans cette phase de rechanter les morceaux. Très bien, ouais. Mais j'ai presque fini. On a une petite fenêtre ou pas encore? Non, c'est trop tôt pour une fenêtre de sortie, je veux dire. Est-ce que ce sera 2025 ou plutôt l'année prochaine? 2025 sûr. Et là on a terminé un titre, terminé totalement, c'était un mastering et tout, qu'on aimerait bien sortir dans pas trop longtemps là. Super, très bien, qu'on écoutera sur Maritima, c'est certain. On a hâte d'écouter ça. Tu l'as dit, avec des nouveaux producteurs qui vont rentrer dans ce cercle de Kyo. Est-ce que ça veut dire aussi des nouvelles sonorités? Est-ce que des nouvelles influences aussi? Ouais, c'est vrai que, comme tu disais Ben, on a fait rentrer dans notre sphère un peu privée de production trois producteurs qui sont vraiment des types aussi avec qui on a un affect particulier, qui on s'entend très bien, et on les a laissés un petit peu modeler certaines choses, apporter une autre manière en fait un autre point de vue un petit peu sur la manière de faire, et je pense que oui, ça apporte quand même une bonne part de nouveauté. Ouais. Tout en gardant cette singularité quand même dont on parlait tout à l'heure, hein, le son de Kyo, qui est toujours. Mais ce qui est fou, c'est que il y a un titre c'est à coup sûr un single, qui est un titre qui à la base était hyper rapide, genre vraiment en mode vraiment très scène, très machin. Et il y a Alex Zuliani, qui est un des producteurs avec qui on travaille, qui a divisé le tempo par 2, qui a enlevé le refrain. Il m'a viré mon refrain. Okay. Il a pris le pré-refrain, il l'a mis en refrain, et on a écouté le truc, on a fait c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Ah ouais. Donc ça c'est ce que j'appelle l'heureux accident. C'est-à-dire tu bricoles un peu, il y a un truc magique qui sort. Et là c'était le cas. Et je pense que ce sera un single, un des premiers singles. Là aussi, on a hâte d'écouter ça. On a d'écouter K17 aussi, en live au Dôme le 30 mai. Et qu'est-ce que vous écoutez aujourd'hui? Quels sont, vous, les artistes qui... Alors, pas forcément qui vous influencent, mais qui vous plaisent? Vous avez quoi dans votre playlist? Écoute, moi, très récemment, là, j'ai beaucoup écouté un chanteur qui s'appelle The Doug. Ah oui. Et là, pendant toutes les vacances, je me suis fait vraiment toute sa discographie. Je trouve ça un gars qui a vraiment un talent incroyable, qui pour le moment, n'a pas encore une notoriété énorme, hein, mais pourtant qu'il la mérite amplement, quoi. The Doug, j'avoue que je ne connais pas The Doug. Il est de quel... Il est français, non? Il est français. Il est français. Et justement, tout à l'heure, quand on parlait du rap et de ce que le rap engendre un peu, je trouve que lui, c'est l'exemple parfait. C'est-à-dire que il est vraiment à mi-chemin entre Brel et un rappeur. Il a su un peu mélanger les deux, et ça donne quelque chose de très émouvant. On va découvrir ça. Oui, merci pour le tunnel. Franchement, il n'est pas assez connu, ce mec. Il devrait être 10 fois plus connu. Il y a une injustice. Voilà. Big up à The Doug. Moi, j'écoute trop de trucs, je sais pas. Lord, là, qui a sorti un nouveau single. Vachement bien, j'ai trouvé. Youngblood, je sais pas si vous connaissez. Ouais, bien sûr. Vachement bien, ça. Ouais, très bien. Et voilà. C'est très bien. Iliona aussi, qui a fait un super album. C'est très, très belle surprise. Voilà, des trucs comme ça. Et sur la réédition du chemin... Les trucs pourris, je les dis pas. C'est ça. On va lui prendre le téléphone, on va vérifier. On va voir. Sur la réédition de l'album Le Chemin, vous avez invité aussi des artistes. On a écouté Stéphane, écouté Cœur de Pirate. Il y a aussi Nuit Incolore. Il y a aussi Suzanne, Aurélie Saada. C'est important aussi pour vous de faire le lien comme ça avec cette génération un peu plus récente peut-être d'artistes. Ouais, puis c'est surtout des artistes qui avaient un affect avec le morceau qu'ils ont chanté avec nous. C'est-à-dire que Nuit Incolore, Théo, c'était son titre préféré de Kyo, Je cours.
Stéphane, c'était Le Chemin, son titre préféré. Suzanne, c'était Tout envoyé en l'air. Moi, je m'attendais à ce que tout le monde ait envie de chanter Derrière un dent sous le chemin. Et quand j'ai eu Suzanne au téléphone, elle me dit mais moi, Tout envoyé en l'air, c'était mon morceau préféré. Je le mettais le matin quand j'étais un peu ado rebelle et ça me mettait la pêche. Donc c'est cool parce qu'encore une fois, c'est sincère. En fait, tout est fait dans une démarche sincère. Donc ces gens-là, ces artistes-là, dont on respecte l'art, avaient envie de chanter ces morceaux-là et c'est pour ça que ça marche bien. Magnifique. On arrive à la fin quasiment de cette heure. Est-ce qu'on a une question? Allez, dernière question rapide du public. Florence a déjà abonné. Oui, mais Florence, elle est abonnée. On va vous embaucher, Florence. Vous savez qu'on va vous embaucher. On les a avec nous. Donc, bien sûr, profitez-en, Florence. Alors, moi, je reviens sur les écritures des textes, etc. Parce que il n'y a pas, je peux me permettre de te tutoyer. Il n'y a pas que toi qui écris. Je crois comprendre qu'il y a d'autres personnes. Et ces autres personnes, ça vient d'où l'inspiration? Parce qu'on disait un peu la faille, etc. Mais c'est pas, visiblement, alors, ce n'est pas que... En fait, tout au début, il y a très très longtemps dans une autre vie, on a essayé d'écrire à plusieurs. C'était assez catastrophique. Et à partir de là, on a bien vu naturellement que quand on laissait Ben écrire seul, ça fournissait des textes beaucoup plus cohérents, beaucoup plus ressentis. Enfin, il y avait quelque chose de bien plus magique. Et puis, faut se le dire, je pense qu'il a un talent qu'on n'a pas tous et qu'on aurait voulu avoir, mais là où on l'a pas. C'est pour ça que je suis content que tu aies posé la question. J'en étais sûr. Cela dit, c'est vrai que sur chaque album, il y a Florian, l'autre guitariste, qui aime bien écrire un titre qui est souvent assez différent parce qu'il a sa manière d'écrire qui est vraiment différente. J'en profite, excuse-moi Nico, j'en profite pour dire que je sais pas toi, mais si tu te souviens, mais il y a genre déjà 2 mois, Flo nous a dit j'ai un morceau pour le nouvel album et on l'a jamais entendu. Et je viens de m'en souvenir, on lui a jamais, à la fois on lui a jamais redemandé non plus. Je sais pas si tu l'as demandé. Non. Donc il y a potentiellement un morceau de Flo sur le prochain album dont on a entendu rien du tout. D'accord. Et Florian, si tu nous écoutes peut-être, on est en direct hein. Oui, tout à fait. Alors Flo, si nous écoute, c'est possible. Eh bien, j'aimerais écouter ton morceau. Pour et pour remercier Florence dans ce cas-là. Et merci Florence, grâce à toi. Ce sera le ça se trouve Flo, parce que s'il nous l'a pas fait écouter, c'est qu'il s'est dit peut-être que ça vaut pas le coup. Voilà. Alors que là, grâce à toi, il va nous le faire écouter, sera peut-être dans le disque. Et par contre, dernière question, est-ce que tu n'aurais pas envie que quelqu'un d'autre écrive pour toi? Parce que il y a des tu gens as un texte mais il y a des gens qui viennent, qui font des featuring avec vous. Mais à ce moment-là, quelqu'un d'autre qui pourrait écrire pour toi, est-ce que tu serais preneur? Non, je pourrais pas, je crois. J'ai besoin que ce soit mes mots. Non, mais parfait. J'ai besoin que ce soit mes mots. Après, je sais pas si... J'ai pas envie de dire non. S'il y a un texte incroyable que je trouve fou, ça se trouve j'aurais envie de le chanter. Mais j'ai tellement l'impression que c'est important que la voix soit connectée avec l'âme que j'ai l'impression que c'est mieux quand ça vient de la personne. Quand celui qui chante avec ses mots, quoi. Ouais. Après, je peux me tromper. Hein. C'est une conviction, c'est comme ça que je vois les choses. Mais qui peut toujours changer, c'est sûr. C'est comme ça, oui, bien sûr. Le rendez-vous est pris le 30 mai ? Vous y serez ou pas? Bien sûr. Bon, je compte sur vous le 30 mai sous le Dôme de Marseille. Merci Nico, merci Ben. Nico, une petite blague avant de partir, c'est toi le plus rigolo. C'est toi le plus rigolo. C'est histoire de... Non, je pense qu'il faut... L'émission s'arrête. Non, mais s'il a envie, vas-y. Attends, on dit que c'est toi le roi de l'humour. C'est sur la fin de carrière, là. C'est sur la fin de carrière, exactement. Merci à vous, en tout cas. Merci beaucoup, c'était un plaisir de vous accueillir ce matin en direct sur Maritima. Oui, vous pouvez applaudir. Et on vous donne rendez-vous bien sûr le 30 mai sous le Dôme de Marseille. Merci beaucoup les garçons. Merci à vous. Merci.